Exactly. Thank you so much. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Nous allons aborder désormais le deuxième axe de notre interview. Évidemment, on a parlé de la Coupe du Monde, c'est là où vous avez terminé. La Coupe du Monde 2026 passera à 48 participants, dont 9 places et demie pour l'Afrique. Quels sont les critères qui ont guidé ce choix et pourquoi pas plus de places pour l'Afrique, bien entendu? Quand on passera à 64, il y aura plus de place. Non, pour moi c'était évident qu'il fallait augmenter le nombre d'équipes pour la Coupe du Monde. Mais c'est évident parce que si on parle sérieusement de développement du football, et on se rend compte que le football est devenu universel et que la qualité du football est en hausse constante partout et surtout en Afrique, il fallait prendre cette décision parce que il n'y a rien de plus puissant pour développer le football que la participation à un grand événement comme une Coupe du Monde. Alors, le fait qu'on ait augmenté à 48 et qu'on ait presque doublé le nombre d'équipes africaines, je pense que c'est déjà un pas très important. Parce que depuis des décennies, je pense, on promettait à l'Afrique, on va vous donner une place de plus, on va vous donner une place de plus. Jamais il y avait une place de plus, parce que finalement les places sont limitées et on ne faisait rien de concret. Maintenant on a doublé pratiquement les places, on est passé de 5 à 9,5. Ça va changer complètement la dynamique des matchs de qualification de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, même au dernier tour, dans les groupes de 4, s'il y en a un qui passe sur 4, vous perdez un match, vous rentrez à la maison. Tout à fait. Hein? Avec le nouveau système, si le système de qualification reste le même, il y en aura 2 qui passent. Donc ça change tout. Ça change toute la dynamique et surtout ça change aussi la philosophie de ceux qui veulent participer à une Coupe du Monde. Ils vont commencer à investir à partir de maintenant pour y participer dans 10 ans. Après, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y aura plus d'Africains dans le futur, etc. Bon, on a déjà fait beaucoup. Et après, il faut se le mériter sur le terrain aussi. Tout à fait, n'est-ce pas? tout à fait, tout à fait. Cela nous amène également à trouver la transition sur la question de la diversité. Vous avez décidé au sein de la FIFA de supprimer la task force contre le racisme, alors que le phénomène semble encore plus récurrent dans les stades du monde. Quel est le plan de la FIFA aujourd'hui pour éradiquer toutes les formes de violence et de ségrégation dans les stades? Mais écoutez, est-ce que vous croyez vraiment qu'on puisse lutter de façon efficace contre le racisme en créant un groupe de travail, une task force? Moi, je pense qu'on lutte beaucoup plus efficacement contre le racisme avec des faits, avec des actions très concrètes. Et c'est ça qu'on fait à la FIFA. Un ancien politique du football me disait, si tu ne veux pas résoudre un problème, tu crées une commission. Une task force, c'est comme ça, les gens discutent, et puis tu peux dire, oui, on a créé une commission, et ça ne résout rien. Alors nous, on a fait des choses très concrètes. On a déjà, par exemple, engagé une secrétaire générale africaine, pour la première fois dans l'histoire de la FIFA. On a engagé des membres de la direction qui viennent de tous les continents. Avant, c'était que des Européens de l'Ouest, de 2 ou 3 pays, que des Suisses, des Allemands ou des Français. Je pense qu'il y a des gens compétents aussi en dehors de la Suisse, de l'Allemagne, de la France, même si les Suisses, les Allemands et les Français sont très compétents, bien sûr. Mais il faut s'ouvrir. Donc déjà, ouvrons l'administration de la FIFA. Ouvrons le conseil de la FIFA, l'exécutif de la FIFA. Et là aussi, on a augmenté le nombre de membres africains, on a augmenté le nombre de femmes, parce que quand on parle de discrimination, c'est aussi la discrimination homme-femme, qui est toujours aussi un problème dans le football. On a mis en place une procédure lors des matchs, de tous les matchs de la FIFA, et qu'on conseille à toutes les confédérations et fédérations nationales de mettre en place aussi. L'UEFA l'a fait par exemple, pour monitorer tous les matchs et intervenir en cas d'accident dans chaque match avec des mesures disciplinaires très fortes. On a mis en place pour nos matchs aussi une procédure qui est assez unique où l'arbitre peut interrompre un match, même
doit interrompre un match en cas d'acte raciste lors du match, il doit l'interrompre, suspendre et même arrêter ou abandonner si ça continue. Ça, c'est très fort aussi. Et puis évidemment, on a des campagnes de sensibilisation pour lutter contre le fléau du racisme. C'est important, c'est ces campagnes où on a des anciens joueurs, des légendes du football qui viennent et qui nous aident aussi. Et je pense que c'est important qu'on fasse passer ce message tous les jours dans tout ce qu'on fait. Pas seulement une fois tous les 6 mois quand il y a une réunion d'une task force. Justement, la nomination d'une Africaine, une dame, une Africaine au poste de secrétaire général de la FIFA, en l'occurrence Mme Fatma Samoura du Sénégal, est-elle une forme de réponse à cela? Et qu'est-ce qui a véritablement motivé le choix de Fatma à cette position? Mais écoutez, moi j'étais persuadé, je l'avais dit pendant ma campagne, j'étais persuadé que la FIFA étant une organisation mondiale, elle devait être véritablement mondiale aussi au niveau de son organisation. Ce n'est pas possible de comprendre les différentes cultures dans le monde depuis un bureau en Suisse. Ce n'est pas possible de comprendre les différentes cultures du monde si vous êtes entouré de personnes qui sont comme vous. Tout à fait. Même si on pense savoir tout, dans une partie du monde, mais on ne sait pas tout. Et on se rend compte de ça seulement si on voyage, si on rencontre et si on se met en jeu. C'est pour ça pour moi c'était très important et je voulais avoir quelqu'un, je voulais avoir un secrétaire général ou une secrétaire générale qui venait d'un autre continent. L'Afrique étant un continent important, j'ai évidemment focalisé mes recherches aussi sur l'Afrique et ensuite je pense que c'est important aussi d'avoir quelqu'un d'un milieu en dehors du football mais qui connaisse quand même l'aspect développement. Parce que c'est ça qu'on doit faire à la FIFA, on doit développer. On développe le football, c'est une forme de développement, c'est une forme d'aide sociale. Et c'est pour ces raisons qu'on est tombé sur Fatma et on en a parlé et finalement on est tombé d'accord et on l'a présenté comme secrétaire général. Julia, this is how you say this question? Right. President, in 2016, FIFA disbanded the anti-racism task force. Why was this decision taken and what are your plans for dealing with violence and also racism or any form of abuse in the game? Well, do you really believe that you can efficiently and effectively fight racism by setting up a task force? Somebody who is much older than me, an old football politician, he used to tell me, if you don't want to solve an issue, you set up a working group or a task force or a committee, and then you can be sure that they will discuss and discuss and discuss, and you can say you've done something because you've set up a task force or a working group, but you will never solve it. Will we ever solve the scourge of racism? Well, probably not, but we have to fight for it. And we have to do it in a concrete way, not with a task force who meets once every 6 months for a couple of hours and then we issue a nice press release and that's it for the next 6 months. With our actions of every day. So what are we doing concretely every day? Well, we, for example, hired a general secretary from Africa, a woman. And this is a concrete step. We have hired in the FIFA administration directors of the different departments coming from all continents, from all over the world, because FIFA is the world governing body of football. And the world governing body of football can not only be governed by Swiss, French, or Germans. They are all perfect, the Swiss, the French, and the Germans, but I think there are good people also in other parts of the world. We have increased the number of Africans in our council, which is our executive board. We have increased the number of teams of Africa in the World Cup, so we increased the participation. We are intervening in all games that are played under the umbrella of FIFA in order with the FAIR network who tells us if any incident happens, in which case our disciplinary bodies intervene
and sanction very heavily those who act. We have put in place a three-step system according to which a referee of a game has to stop a match or even abandon the match if it continues in case of racist incidents. We are launching campaigns to fight against racism, to fight against violence, to fight against discrimination. We are working with NGOs on human rights protection, and we take these matters very seriously, and we try to do this in every action that we do every day and not just once every 6 months. But how soon do you maybe take action for these incidents? Because we've seen it happen so many times, and in recent times in the French Ligue 1, Mario Balotelli complained about such a situation and he was shown a yellow card. Instead of complaining to the referee, he was shown a yellow card for that. Yeah, well, you know, unfortunately, when it comes to the body who is competent to deal with the competitions, it is not always FIFA who is in charge of these matters, because every country, every association or every league is in charge of putting in place these recommendations. Some do it better than others. There are still, unfortunately, also mistakes, and whenever something like this happens in a FIFA competition, we are responsible and we are acting and we are punishing already now quite heavily. When it happens in other competitions, well, we have to continue to speak and to try to convince those in charge of these competitions to take the right measures and the right steps. Talking about Fatma Samoura, your Secretary General, and which you appointed, how has it been like working with her, being the first FIFA president to have a female Secretary General? How is she faring? Well, it has been already, I mean, it's been, I think, a big surprise to everyone, but I really wanted to have a Secretary General from another part of the world. I wanted somebody who has an experience in development, in the social part. I wanted somebody who is from outside of football, because we have been receiving a lot of criticisms in the past, rightfully so, on football governance. So to have somebody fresh in has certainly helped as well. You know, we are working together. We have all our characters, and with Fatma and with all the team, I think you know, we move into a good area. Okay. Over to you, Aliou. Thank you. Monsieur le Président, nous abordons actuellement la troisième phase, le troisième axe, donc l'avant-dernier axe de cette interview, et c'est la partie concernant le programme Forward. Le programme Forward, c'est peut-être votre plus belle trouvaille, si on peut le dire ainsi, depuis que vous êtes aux affaires. En quoi le programme Forward peut-il être bénéfique pour le continent africain? Mais il peut être très bénéfique pour le continent africain, parce que déjà les investissements que la FIFA fait sur le continent africain ont été multipliés par 4. On est passé de 27 millions par an à 100 millions de dollars par an qui sont investis par la FIFA via les associations nationales et via la CAF pour des projets footballistiques en Afrique. Donc quand vous avez des montants pareils, c'est bien sûr jamais assez, mais c'est déjà 4 fois plus que ce qui se faisait. Vous devez avoir des résultats si vous travaillez sérieusement. Et ça, c'est la deuxième partie des bénéfices, parce qu'avec le programme Forward, on oblige les fédérations à avoir un contrat avec la FIFA. Un contrat avec la FIFA dans lequel il faut clairement déterminer quelle est la stratégie de la fédération. Donc, on oblige les fédérations à réfléchir au futur et à focaliser leur investissement sur leurs besoins réels. Et évidemment, nous, on focalise sur les compétitions au niveau national, sur l'infrastructure, et je pense que si on arrive à avoir des belles compétitions et de l'infrastructure au niveau du football africain, ben, le bénéfice va être énorme. Et on le verra très bientôt. Alors, donc, cela nous amène à vous poser la question selon laquelle, quels sont les mécanismes de contrôle mis en place par la FIFA pour surveiller la bonne utilisation des fonds, justement, alloués aux associations nationales africaines?
Ben là aussi, évidemment, avec ce qui s'est passé dans le passé, on est obligé de mettre la bonne gouvernance et le contrôle de façon très, très importante pour l'investissement de ces fonds. Alors, on a mis en place des systèmes très détaillés avec justement un contrat signé avec chaque fédération où tout est détaillé, avec des demandes des fédérations pour chaque projet où tout est contrôlé par l'administration de la FIFA et approuvé par une commission qui est la commission de développement où il y a des membres indépendants et pas seulement des membres, disons, footballistiques. On a mis en place un système d'audit centralisé où chaque fédération va être auditée par des auditeurs externes indépendants de la FIFA et des rapports vont être faits. Et évidemment, et ça je l'ai dit et je le répète, on distribue, on investit 4 fois plus, 1,4 milliard sur 4 ans. Si quelqu'un aujourd'hui pense encore qu'il peut s'enrichir illicitement avec l'argent du football, il faut qu'il parte. Parce qu'on va le choper. Et si on le prend, on va le sanctionner. D'accord, ça c'est une mesure très forte pour le renforcement de la bonne gouvernance dans le football. Absolument. Mais l'Afrique a une particularité. Sur le continent, le football et la politique généralement font bon ménage, ce qui est contraire à la vision de la FIFA. La FIFA ne gagnerait-elle pas à mieux apprécier le contexte africain où les États sont quand même les principaux bailleurs du football? Mais vous savez, pour moi, les États doivent être des partenaires. Moi, j'ai une vision un petit peu différente de celle du passé aussi sur ce sujet, parce que je pense qu'on doit avancer la main dans la main avec les États. Évidemment, on ne va jamais accepter, jamais tolérer une ingérence de l'État dans les affaires du football, purement footballistique. Par contre, quand on doit lutter contre la violence, contre la corruption, contre le trucage des matchs, pour le développement, le football dans les écoles, on doit travailler la main dans la main avec les États. Et c'est dans cette optique que j'ai rencontré, par exemple, récemment à Davos, en Suisse, le président Paul Kagame, qui est président aussi de l'Union africaine, afin de discuter d'un projet commun pour le football, les écoles, etc., qu'on va bientôt présenter. Alors, merci, Monsieur le Président. C'est la toute dernière question de cette partie interview, c'est quels sont les projets de la FIFA pour les femmes et les jeunes du continent africain? Mais aussi pour les femmes et les jeunes, on a des beaux projets. On va augmenter le nombre d'équipes participantes à la Coupe du Monde féminine des jeunes. Donc le nombre d'équipes africaines va augmenter aussi. On va créer une nouvelle compétition, j'espère, on va en discuter dans ces sommets, qu'on appelle la Ligue mondiale féminine, où tous les pays membres de la FIFA vont, j'espère, inscrire leur équipe nationale pour participer à cette nouvelle compétition qui sera une compétition officielle de la FIFA pour générer plus d'attention pour le football féminin. On va investir une partie des fonds du programme Forward spécifiquement pour le développement du football féminin. Donc on a une stratégie assez claire en tête et le 50% de la population qui consiste par les femmes va être très contente. Juliette, on the Forward program. Yeah, on the Forward program, let's talk briefly about it. And just like Aliou said, FIFA has talked about the investments, the impact, and also with regards to this particular project. What else is in this program for Africa? Well, for Africa, there is a lot. I mean, we have already been increasing the investments in African football by 4, multiplying them by 4, from 27 million to 100 million every year, which is invested in African football in particular. We are working together with all the African associations on their concrete needs, which are mainly infrastructure-based or competition-based. So we are trying to help with the FORA program, but as well with expertise in how to organize competitions.
And I think these are some concrete steps that will change the landscape of African football. But given that to the federations, what control mechanisms are being put in place by FIFA to monitor the proper use of funds that you allocate to the federations? Well, definitely. We've multiplied the funds available by 4. We are now at 1.4 billion worldwide over 4 years, US dollars. This increased investment comes also with an increased control. It's normal. It's normal if we bear in mind what happened in the past. We don't want to go back to the past. So it's clear that the money that is invested has to be invested in football projects. We are controlling this by asking each association to sign a specific contract of agreed objectives with FIFA. We are monitoring each association. We are checking each project to make sure that it corresponds to what the request was. We are auditing centrally all our national associations to make sure that funds are used appropriately. This has never happened in the past. This is happening now, and I said this already, and I will say this again very, very clearly. Compliance, good governance is crucial. We are investing a lot, and if somebody still believes that he can enrich himself illicitly or illegally with football money, then he should leave immediately, because otherwise he will be caught, and if he will be caught, he will be sanctioned. It's as simple as that. We are wrapping up briefly, but in Africa, you know, football and politics go hand in hand, and which is contrary to FIFA's views, which I know you don't even want to hear about that. Is this something you are hoping to correct or even improve? I hope we can improve it. I have a little bit of a different view on that. Of course, we'll never tolerate interference by governments in the running of the Football Association, the sporting running of the Football Association. But on the other hand, I believe we need to set up partnerships with the governments. I think we have to work hand in hand with the governments, because at the end of the day, the role of our associations in Africa and all over the world is also a social role, finally, to help children, to bring them away from the street, to give them football and to let them play football. And with this in mind, also to fight against violence, corruption, match fixing. We need the governments, we need to engage with them, we need to work together with them. Every party, of course, with his own prerogatives, but we need to work together. And with this in mind, I met a couple of weeks ago Paul Kagame, the President of Rwanda and of the African Union this year, and we are working together to present, hopefully very soon, a new exciting project where we can see that we can work together for the benefit of football and for the benefit of Africa. Finally, something that I am passionate about, and I'm sure a lot of people are also passionate about on the continent, women's football. Any plans for women's football and also the youth development? Definitely, definitely big plans for women's football. We have to care about 50% of our population as well, which is composed by women. And we will increase the number of teams in the Women's World Cup, the Youth World Cup. We will create a new competition, which we call the Women's World League. I hope we will do that. I'm presenting it to these summits, and I hope the federations will follow me, but I'm convinced about that because I see the big potential that exists. So we create a new competition for national teams, a Women's World League, to be played by all associations in the world. And we will dedicate a specific part of the forward funding to development of women's football. President, thank you so much for Merci, your Monsieur time. le Président. Une toute dernière question. Oui. Quelle est l'Afrique de Gianni Infantino? Ben, l'Afrique de Gianni Infantino, c'est un continent magnifique, un continent plein de surprises, plein de chaleur humaine, de passion, de talent. Un continent où on vit, on mange, on danse, on se réjouit et on joue au football et on adore le football. Voilà, c'est ça qui me touche de l'Afrique. Et surtout aussi, je dois dire, l'amitié et la loyauté des personnes en Afrique que j'ai découvert. Ça, c'est quelque chose qui touche le cœur. Any favorite food yet? Sorry? Any favorite food on the continent yet? Any? Favorite food? Any favorite food? Well, I don't know, the Moroccan couscous.
C'était donc... And music as well? Well, in music, I mean, Africa, Youssou N'Dour is obviously, one of those singers in Africa that everyone knows all around the world. And you dance to that? With you? Of course, we have the music. La transition est toute trouvée. Merci Juliette Bawa. Merci beaucoup Monsieur le Président Gianni Infantino. Nous voici au terme de cette interview où Gianni Infantino, le président de la FIFA, a parlé à l'Afrique. Gianni Speaks to Africa et nous espérons très prochainement recevoir d'autres sommités du football mondial. Merci à la Fédération mauritanienne de football, à la régie technique de la Fédération mauritanienne de football, grâce à laquelle nous avons pu réaliser cette interview. Merci à tous, merci à l'ensemble des confrères africains qui ont contribué à l'organisation de cette interview inédite et une toute première dans l'histoire de la presse sportive africaine. Merci à vous et bonne soirée.